Durant plusieurs milliers d'années, il n'y avait pas de monnaie, juste la comptabilité des dettes des uns et des autres et des communautés entre elles. Ce n'est que beaucoup plus tard, environ 700 ans avant Jésus-Christ, que des souverains ou des castes régnantes ont imposé l'usage de monnaie comme moyen d'échange, sous la forme d'un objet dont ils s'attribuaient l'exclusivité de la production. Ils émettaient la monnaie, généralement des pièces d'or, d'argent ou de cuivre, payaient leurs soldats avec, et menaient des guerres pour conquérir de nouveaux territoires. Pour se procurer nourriture et équipement, les soldats imposaient par la force aux paysans et aux marchands cette monnaie comme paiement. Le pouvoir récupérait ensuite de cette monnaie lors de la perception des impôts. Comme tout le monde devait disposer de monnaie pour payer les impôts, elle devenait rapidement la monnaie officielle. Elle était acceptée comme paiement et elle se diffusait dans la communauté. Le pouvoir pouvait donc acheter nourriture, marchandises et richesses grâce à la monnaie qu'il produisait lui-même. Tant que l'on avait une dette, on n'était pas libre. On risquait de devenir l'esclave de son créancier ou d'être emprisonné si on ne s'acquittait pas de l'impôt. C'est la servitude pour dette. Et c'est pour ça qu'une monnaie employable pour payer une dette ou un impôt a un pouvoir libératoire. La monnaie a donc été créée par des castes régnantes, des souverains, pour extorquer une partie de la production des populations, vivre et s'enrichir sans travailler. C'est par ce principe que des empires se sont bâtis. Le fait que les marchands dirigent les sociétés, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Ça a 200 ans. Et ça a commencé il y a 300 ans avec la Banque d'Angleterre, quand les banquiers ont commencé à accéder à la création monétaire. Alors là, ils ont commencé pendant un siècle à devenir suffisamment riches pour corrompre et accéder au pouvoir politique. Et quand ils ont accédé au pouvoir politique, c'est devenu le capitalisme. C'est-à-dire que quand les marchands écrivent la loi... Non, mais souvenez-vous, Jésus qui chasse les marchands du temple, les humains savent ce qu'ils ont à craindre, mais lisez Adam Smith qui écrit sur les marchands. On a lu Adam Smith. Adam Smith dit « Méfiez-vous des marchands, ne laissez pas les marchands écrire les lois ». Donc on le sait depuis toujours qu'il ne faut pas que ce soit les marchands qui écrivent les lois, et depuis 200 ans, ils se sont mis à écrire la Constitution, donc mettent en place l'élection, et l'élection leur permet de désigner les acteurs qu'ils aident et qui sont donc leurs choses. Je suis contre le système. Emmanuel Macron serait un anti-système, lui qui en est le pur produit, qui est le candidat des banques, puisque M. Hollande est quand même venu le chercher à son guichet de la banque Rothschild. Il incarne le libre-échange, l'ultralibéralisme qui a tant fait de mal à notre pays. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Je suis président de tous les Français. Vous savez, les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. La bourgeoisie capitaliste a absolument besoin de l'État. Les politiques publiques, les marchés publics sont des vaches à lait des groupes capitalistes. Qui profite vraiment l'annulation de la dette? Bon, c'est une très bonne question. Alors, donc, lorsque je vais voir mon banquier et que je lui demande un emprunt pour acheter par exemple un appartement, le banquier, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas voir dans les sous-sols de la banque s'il a suffisamment de billets de banque pour me prêter. Il va regarder si je suis solvable et si c'est intéressant pour lui de créer de la monnaie ex nihilo pour moi. Ça ne lui coûte rien. Et s'il me dit non, ma bonne dame, je ne peux pas vous prêter parce que vous savez, les temps sont durs, la monnaie, on ne trouve pas ça sous le pas d'un cheval, etc. En fait, il me raconte des salades. Tout ce qu'il veut me dire, c'est qu'il ne veut pas me prêter parce que je ne suis pas un client intéressant pour lui. Soit qu'il estime que je ne sois pas solvable, soit qu'il estime que pour que je sois solvable, il va être obligé de me prêter à un taux d'intérêt qui ne l'intéresse pas. Ceci est un secret bien gardé, c'est-à-dire que j'ai donné pas mal de conférences grand public. Lorsque j'explique ça au grand public, les gens comprennent qu'en réalité, leur banquier peut créer de la monnaie ex nihilo demain matin, et donc regardent leur banquier avec un tout autre regard que celui qu'ils avaient précédemment. C'est une espèce de mythe qui est entretenu savamment dans l'opinion publique, qui est que les banques ne sont pas des banques. Les banques sont des intermédiaires financiers qui vous prêtent de la main gauche ce qu'elles empruntent de la main droite. C'est pas vrai. C'est comme ça que c'est formalisé dans les modèles standards des économistes, où il n'y a pas de banque, où il n'y a que des intermédiaires financiers qui prêtent de la main gauche ce qu'ils empruntent de la main droite. Une banque, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Une banque, c'est une institution financière qui a reçu du roi le droit régalien de frapper monnaie, et donc qui peut créer de la monnaie. La question c'est, les institutions peuvent-elles remplir leur mission? La démocratie est censée représenter tout le monde de façon égale.
Mais s'il y a une discrimination basée sur la richesse, vous avez une corruption de la démocratie. I'm self-funding. I'm putting up my own money. Nobody has me. I'm working for you. I'm not working for anybody else. Au fur et à mesure de la campagne, Donald Trump a cessé de s'autofinancer. Il s'est tourné vers les grands donateurs et il a accepté le soutien des super PAC. We're going to be working again. We're going to have great jobs again. We're going to make America great again for everyone. Greater than ever before. Rebuilding America Now PAC is responsible for the content of this message. Depuis son élection, c'est encore pire. Il a totalement accepté les grands donateurs, les super PAC, les groupes de dark money. Fin 2017, les républicains au Congrès ont adopté une loi qui a profondément changé le système fiscal américain, baissant fortement les impôts des plus riches et des grandes entreprises. Je suis moi-même bien plus riche qu'avant, car j'investis en bourse. Les compagnies dans lesquelles j'ai investi, Apple, Google, Amazon, font plus de profits car elles paient beaucoup moins d'impôts. Donc les gens comme moi, qui n'avons rien fait de particulier, sommes bien plus prospères qu'avant 2017. Quand les républicains ont adopté les baisses d'impôts de Donald Trump, un élu de New York au Congrès a dit « J'ai parlé à mes donateurs et ils m'ont dit que si nous ne votions pas cette loi, ce n'était même pas la peine de les rappeler. » Donc il admet ouvertement que ce qui le motive, et ce qui devrait motiver le Congrès, c'est ce que veulent les donateurs, pas ce dont les Américains ordinaires ont besoin, ou ce qui aiderait l'économie ou la nation. Et quand les électeurs ont le sentiment que le processus normal ne fonctionne pas, ils n'ont pas d'autre choix que de descendre dans la rue pour manifester. Notre système de financement est en ruine. La maison a brûlé. Les fondations sont détruites. Si on ignore ce que nous dit la science et qu'on se voile la face en pensant que tout ça n'est qu'une question de gestion des forêts, on ne réussira pas à protéger les Californiens. Ça finira par se refroidir, vous verrez. J'espère que la science est d'accord avec vous. Je ne pense pas que la science sache réellement. Un climato-scepticisme affiché et exploité par son adversaire démocrate Joe Biden. Ce dernier a adressé un court message depuis sa résidence du Delaware. If you give a climate arsonist 4 more years in the White House, why would anyone be surprised if we have more America ablaze? If you give a climate denier 4 more years in the White House, why would anyone be surprised when more of America is underwater? C'est un véritable enjeu politique, un sujet qui divise les deux candidats. Nos reporters Caroline Philippe et Nicolas Repère ont pris le bateau pour l'île de Tangier, c'est au large de la Virginie. Et elle est menacée par les eaux, cette île. Et pourtant, les habitants ne croient pas au réchauffement climatique. Ils continueront de voter pour Donald Trump. Si rien ne peut stopper la montée des eaux, l'érosion peut être limitée avec des digues. James réclamait leur construction depuis des années, en vain, jusqu'à ce que Donald Trump s'empare du dossier et finance une première jetée. Grâce à lui, les choses bougent. C'est un homme d'action. Il nous a dit, si vous voulez une digue, lancez une étude et allez-y, faites-la, arrêtez d'en parler pendant des heures. Donc nous espérons qu'il sera réélu pour avoir une autre digue sur la côte Est. Les problèmes qui vont se présenter, je préfère les voir comme des défis à relever. Vous ne proposez pas de ne plus produire. Et je crois que ce ne serait pas une réponse au défi qui est le nôtre. C'est en étant plus intelligent, en sachant changer les comportements, en investissant sur les domaines les plus importants pour notre pays et notre économie que nous saurons relever ces défis. Et pas comme une espèce de fatalité qui nous tomberait sur le coin de la tête. En faisant le pari de l'investissement dans les transports, les énergies, les technologies de demain. Ensuite, j'aimerais également rappeler que la communauté internationale s'est mise d'accord sur des objectifs sans précédent pour le développement durable. Investir dans les transports propres, rénover nos bâtiments, inventer les industries de demain, faire le pari de l'investissement dans les transports, les énergies, les technologies de demain, comme les énergies décarbonées, les réseaux, la préservation des ressources en eau.
La responsabilité est collective. Ils font partie de la solution, comme le bio, le solaire, le recyclage et l'éolien, qui sont d'ailleurs en train d'être développés un peu partout en France. Vous avez assumé, décidé, et je le partage, de placer l'écologie au cœur du modèle économique. Non, remettre l'écologie au cœur du modèle productif. On doit remettre l'ambition écologique au cœur du modèle productif. C'est-à-dire chercher, par ces transformations, ces investissements, à produire différemment. En ce qui concerne le moyen terme, il ne faut pas négliger évidemment l'efficacité du nucléaire pour garantir notre indépendance énergétique. Alors très concrètement, je pense que la solution réside dans notre capacité à relancer la croissance par le vert. Voilà, c'est son fameux Une credo, croissance verte basée sur des énergies allez, renouvelables. c'est faux, excusez-moi, c'est faux. Non, je suis désolé de vous contredire, c'est faux. Voilà, vous mentez éhontément au public, à l'opinion publique, je suis désolé. Hein. C'est irresponsable, Sophia, ce que vous êtes en train de dire. Vous savez très bien comme moi que la croissance verte, ça n'existe pas. C'est une illusion totale, c'est un leurre. Voilà, mais bon, je comprends que vous soyez obligé de mentir parce que c'est un petit peu votre métier. Hein. Et puis, d'autre part, vous êtes un petit peu prisonnière d'un système, et carrément même prisonnière d'un système qui n'est pas au service des hommes, qui n'est pas au service de l'humain, qui n'est pas au service de l'intérêt général et qui n'est certainement pas au service du vivant. Voilà, vous êtes au service d'un système mortifère qui n'a pour seul but que la préservation des intérêts, des privilèges d'une caste, je dis bien une caste, hein, pas une classe, une caste dominante, hein, qui est aveuglée par son seul profit. Voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là parce qu'après vous allez me taxer d'extrémiste. Madame la ministre, les énergies vertes dont vous parlez, elles nécessitent des matériaux qui ne sont pas renouvelables. Elles ne sont pas suffisantes. Alors arrêtons, je vous en supplie, arrêtons avec ce mythe de la croissance infinie sur une planète aux ressources finies. Parce que là, nous sommes dans l'impasse. Soit on continue la croissance et tout s'écroule, soit on arrête la croissance et tout s'écroule. Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à affronter ce qui va se passer. Voilà. Alors moi, aujourd'hui, parce que ça fait 50 ans hein, qu'on leur dit, hein. Ça fait 50 ans, depuis les années 70, depuis le rapport Meadows en 72, rappelez-vous, hein, et toutes les années, le GIEC ne cesse de vous le rappeler également. Mais rien ne se passe, on n'inverse pas le processus. Donc moi, aujourd'hui, je suis venu ici pour lancer un appel. J'exhorte les pouvoirs publics, le gouvernement, à engager des milliards dans un effort de guerre historique pour essayer de créer une société qui soit durable. Voilà. Et si les politiques ne prennent pas leurs responsabilités, eh bien, il va falloir leur imposer. Quand bien même ce soit par la force, parce qu'il y en a assez, il y en a marre, vous voyez, que ces gens-là, hein, jouent avec nos vies, ça suffit. Et je vous conseille d'anticiper ce qui va se passer. Parce que la catastrophe est imminente et les conséquences vont être désastreuses. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de vous réorganiser, essayer de créer des pôles, des réseaux d'entraide entre vous, dans vos villes, hein, dans vos villages, dans vos quartiers. Il faut que nous arrivions aujourd'hui... Il faut que nous arrivions à regagner en autonomie. Il faut absolument que nous sortions du système tel qu'on le connaît. Et ça se passe aujourd'hui, pas demain. On peut éviter les famines, on peut éviter le manque d'eau, on peut éviter les millions de morts, on peut éviter les exodes, on peut tout éviter. Il ne tient qu'à nous. On n'évitera pas l'effondrement, mais on peut y survivre.